Alexa Lavoie for Ribbon News, and today we have the privilege of engaging in a conversation with journalist and founder of the new media outlet, Libre Media, Mr. Jérôme Blanchet-Gravel. Today, we are delving into recent events concerning the removal of certain articles with hateful and discriminatory content from the newspaper in Montreal and Quebec. For those of you who do not closely follow opinion articles, numerous columns published during the pandemic period, authored by columnists such as Richard Martineau, Sophie Durocher, Denise Bombardier, Loïc Tassé, Mario Dumont, and José Legault, were withdrawn from circulation. These malicious columns depicted unvaccinated individuals in a degrading, hateful, and defamatory manners. It is particularly surprising to observe a media outlet attempting to erase articles from its archives, especially in the midst of the summer when attention is focused elsewhere. Consequently, numerous citizen reactions have gained viral traction on social media platforms regarding these now inaccessible texts. Additionally, Libre Media published two articles, the first on August 7 and the second one on August 9, addressing this issue. The phenomenon was also discussed on radio station Choix Radio X on August 8. During his investigation, Jérôme Blanchet-Gravel sent an email to both Le Journal de Montréal and Le Journal de Québec on August 7, seeking to comprehend the reason behind these removals. In response to this inquiry, the Journal de Québec cited on August 8 that an automatic deletion policy is enforced after 18 months of publication. However, inconsistencies persisted. After all of this, the articles have magically reappeared and are now available on their platform. This is not only contradict their supposed deletion policy, but also raises several questions. To delve deeper into these matters, I now yield the floor to Jérôme Blanchet-Gravel. Oui, dans le fond, ce sont des internautes qui ont attiré notre attention sur un certain nombre d'articles publiés par Québécois durant la pandémie qui étaient dirigés contre les personnes non vaccinées, mais également contre ceux qu'on appelait les touristes tata, les covidios, etc. Donc, des internautes ont sorti eux-mêmes, en fait, là, par une sorte de journalisme citoyen, que ces articles-là n'étaient plus disponibles. Donc, Libre Media a fait sa propre enquête, a fait ses vérifications, s'est aperçu le 6 août dernier que oui, un certain nombre d'articles publiés par les internautes n'étaient effectivement plus disponibles. Les listes étaient assez longues, donc on parle de dizaines d'articles publiés sur le site du Journal de Montréal et le site du Journal de Québec. Donc des articles publiés par exemple par Richard Martineau, Sophie Durocher, Loïc Tassé, Denise Bombardier. Donc, c'était des articles de ces chroniqueurs vedettes. Donc, un certain nombre d'entre eux n'étaient plus disponibles sur le net. Libre Media a sorti sa nouvelle, donc fait un article plutôt général pour dire, regardez, pour attirer l'attention du public là, sur ce phénomène-là. Au même moment, Libre Media a demandé des explications au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Donc, ça a donné lieu à un deuxième article qui a été publié le lendemain, le 7 août. Et dans cet article-là, on explique un peu la réaction du Journal de Montréal, en fait, les explications du Journal de Québec, c'est-à-dire le Journal de Montréal qui, lui, ne m'a pas répondu. Et là, on nous apprend que la suppression des articles ne relevait pas d'une politique éditoriale, d'un choix éditorial, mais plutôt d'une politique d'expiration des articles. Donc, pendant une certaine période qui couvre l'essentiel de la pandémie, des articles avaient une date d'expiration après 18 mois. C'est-à-dire, après 18 mois, des articles disparaissaient comme ça. Donc, et apparemment, ça, c'était pas dû à un choix éditorial, mais vraiment plus à une sorte de
politique numérique très floue dont on n'a pas voulu nous donner le détail, en fait. Donc, vous avez publié 2 articles, vous avez même été parlé de ce phénomène sur Radio X. Il y a eu beaucoup d'interventions par des citoyens qui ont été très virales sur les réseaux sociaux. Suite à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par la suite? On a vu que ces articles-là étaient revenus et disponibles. Ben oui, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que entre le moment où Libre Média a dévoilé ça, c'est-à-dire, en fait, oui, a rendu publique l'information selon laquelle des articles dirigés contre des non-vaccinés n'étaient plus disponibles. Entre ce moment-là et le deuxième article, en fait, le début de la rédaction du deuxième article, on s'est aperçu que des articles, oui, étaient réapparus, notamment celui presque célèbre, en fait, de Mario Dumont, le passeport vaccinal, c'est la liberté, dans une formule très, très orwellienne. Là, donc, on était vraiment dans 1984. Donc, cet article-là, qui n'était plus disponible lundi, l'était de nouveau mardi. Donc, là, ça a été noté aussi dans notre article de précision. Pourtant, cet article-là, de même que celui qui a intitulé Rouvré-Gagnon de Mario Dumont également, ces articles-là sont censés être disparus en raison de cette fameuse politique de suppression. Apparemment, le Journal de Québec m'a informé que le passeport vaccinal, c'est la liberté, avait été définitivement supprimé le 28 novembre 2021 et donc c'était censé être irréversible. Donc, pourquoi on nous parle d'une politique de suppression des articles après 18 mois de manière relativement automatique alors que des articles réapparaissent? Donc, on voit en fait qu'il y a des incohérences dans la version de Québécois, des incohérences assez manifestes. Donc, les gens peuvent aller lire mon article qui détaille toute cette situation-là. Mais c'est quand même très étrange, là, vous l'admettrez. De voir des articles réapparaître alors que Québécois se fait très critiquer sur les réseaux sociaux. On peut s'imaginer que l'article de Libre Média a été viral lui aussi. Donc, toute cette viralité-là a dû mener des internautes à, disons, adopter un discours assez critique de Québécois en début de semaine. Donc, est-ce que Québécois a réagi face à ça et en fait un peu maladroitement en voulant dire, en voulant pas perdre la face finalement, en se disant ah, là, il y a des gens qui nous critiquent, les gens nous accusent de vouloir finalement effacer des traces assez gênantes, compromettantes. Donc, on remet les articles pour ne pas perdre la face. C'est peut-être ce qui est arrivé. Tu sais, moi, Libre Média reste dans l'hypothèse, c'est-à-dire que lisez les articles qu'on a publiés, les gens sont libres de faire leur propre opinion, mais c'est sûr que, comme je le répète, il y a beaucoup d'incohérences dans la version de Québécois. Alors qu'on sait que Québécois a été un des principaux organes de propagande du gouvernement du Québec durant 2 ans et demi, avec une couverture vraiment épouvantable. En fait, là, il faut le mentionner, c'était d'une vulgarité éditoriale assez phénoménale. Je me rappellerai toujours de l'article du Journal de Québec où on avait photographié des élèves d'une école à leur insu qui ne respectaient pas les règles de distanciation sociale devant leur école. Donc, on parle d'un journaliste en caméra cachée qui photographie des élèves de 12, 13, 14 ans. Ça s'appelle votre enfant devant l'école, tout simplement parce que l'enfant va à l'école et n'est pas à 50 mètres d'une autre personne. On a vraiment atteint un niveau de délire absolument incroyable. Rappelons-nous des touristes tata. Moi je vais au Mexique régulièrement, à Mexico. Certains le savent. Tout d'un coup, le Mexique est devenu une destination de touristes tata. Le Mexique est un pays de 130 millions. Ils ont fini même par annuler, rappelez-vous, les vols du Canada vers ce qu'on a appelé les destinations soleil. Donc, il y a plein de gens d'Amérique latine qui ne pouvaient plus retourner chez eux pendant quelques mois, à même aller enterrer des morts parce que des gens, des hystériques du Journal de Montréal avaient fait pression d'une certaine façon sur le gouvernement fédéral pour empêcher les touristes tata de sortir du Canada, aller au Mexique. Le Mexique est un pays de 130 millions. Hein, c'est pas juste une destination au soleil, c'est un très grand pays. C'était un délire absolument incroyable. Donc, pourquoi ces articles-là ont été supprimés qui couvraient exactement la période des touristes tata, des Covidio. Mais rappelez-vous, là, à l'aéroport de Montréal, des journalistes de TVA il y a des gens qui sortent d'aéroport, on leur fout une caméra d'en face. Oui, madame, vous êtes allé où, là, vous? Vous n'avez pas honte d'être allé en voyage. Rappelez-vous quand même le degré de délire. C'est vraiment impressionnant. Là. Sociologiquement, c'est incroyable. Et s'il n'y a pas de moyens financiers qui sont procurés aux entreprises de médias, les médias privés,
ben, comme n'importe quoi dans la vie, ils vont disparaître. Là. Il n'y a pas de miracle en cette matière. Maintenant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Je ne suis pas un devin en cette matière, mais je suis obligé de réitérer le fait que le marché n'est pas favorable. Les circonstances ne sont pas positives. Et c'est ce que je répète depuis un certain temps. Québécois connaît aussi, vous le savez, de très mauvais moments, là, c'est-à-dire c'est un empire qui est un peu en train de s'effondrer d'une certaine façon. Je parle vraiment des médias de Québécois. On a vu que bon, les états financiers de Québécois sont mauvais. Bon, c'est très difficile avec la transition numérique. Ça fait des années qu'on le sait, puis on sait que les subventions accordées par le gouvernement aux médias durant la pandémie, c'est un peu ce que sauvé les médias durant 2 ou 3 ans de manière assez artificielle. C'est-à-dire les subventions ont été une sorte de respirateur artificiel pour les grands médias. Donc là, maintenant, ces médias ne peuvent plus compter là-dessus, donc c'est doublement difficile pour eux de survivre dans un contexte de YouTubeisation du monde, si on peut le dire comme ça. Mais il faut le dire, ce n'est pas une politique banale. C'est-à-dire, c'est très rare qu'un média pilonne ses archives. En fait, ça arrive à presque jamais. Là. Pour supprimer un article qui a été publié sans rectification ou sans nouvelle notice qui ajoute un nouveau contexte, etc., il faut vraiment qu'il y ait un problème. Là. Un média, et encore moins un grand média, ne supprime pas d'article. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez louche à ce niveau-là. Pourquoi c'est important, justement, que ces articles-là soient toujours disponibles et qu'ils ne soient pas effacés, selon vous? Bien, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la mémoire collective. C'est-à-dire on voudrait avoir une réflexion sur ce qui s'est passé, ce qu'on appelle un post-mortem. On voudrait être capable de réfléchir sur les événements. Et au lieu de tenir une réflexion sur ce qui s'est passé, on préfère camoufler les preuves, supprimer les preuves, un peu comme des régimes fautifs qui, avant l'arrivée d'une autre armée, je ne ferai pas des comparaisons historiques trop poussées, là, mais c'est sûr, ce n'est pas une pratique très, très chic. Là. Quand on pilonne des archives, en général, on a quelque chose à se reprocher. Là. C'est vraiment pas très chic. J'espère sincèrement que c'est une erreur numérique, là, parce que si c'est vrai, c'est assez troublant. Là. En même temps, c'est un aveu de culpabilité assez fort. Donc, d'une certaine façon, on peut penser qu'il y a des gens qui font un mea culpa maladroitement et sans l'avouer. Donc, c'est relativement positif pour ceux qui se sont battus pour leurs droits et libertés durant la crise, de voir que des gens qui admettent qu'ils l'ont échappé, comme on dit, puis pas à peu près. Là. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans, mais ça fait partie de l'histoire et les gens qui ont tenu ces propos-là doivent les assumer. S'ils veulent, ils peuvent s'excuser aussi, ils peuvent faire des articles pour dire on est allé beaucoup trop fort, on s'excuse, c'était pas super bon là, ce qu'on a fait. Ce serait mieux de faire ça que d'essayer de camoufler ce qui a été fait. Là. Est-ce que vous pensez que justement la publication de ces articles-là à connotation dégradante a en fait ouvert la porte à peut-être d'autres articles dans le futur qui vont avoir les mêmes types de connotations parce qu'on a laissé passer ceux-là qui ont déjà passé? C'est double, c'est-à-dire ça crée un précédent qui est dangereux, mais au même titre, le confinement a créé un précédent pour les droits et libertés épouvantable. Donc, la grande question pour le confinement, c'est de savoir si on va essayer de faire un confinement climatique, essentiellement. Bon, ça ne sera pas aussi net que ça, mais est-ce que les mesures sanitaires vont déboucher vont être remplacées par des mesures écologiques? En gros, là, c'est la grande question, c'est ça. Donc, un monde de limites où chaque petit geste compte, comme on dit. Donc, à chaque fois que vous sortez de chez vous, vous avez un impact sur votre environnement, sur votre milieu. Donc, si vous n'êtes pas en train de propager le virus, vous êtes en train de propager des émanations de quelque chose avec votre auto. Donc, vous êtes toujours en train de tuer du monde. Enfin, dès que vous sortez de chez vous, vous êtes en train de tuer du monde. À moins d'être en vélo, là, et encore là. Tu sais. Mais bref, c'est ça ce monde de la COVID. Vous êtes toujours en train de tuer des gens. Les asthmatiques, des feux d'artifice. Vous aimez les feux d'artifice, ben vous aimez que des asthmatiques crèvent parce que vous aimez la fumée qui tue les asthmatiques. Donc, vous êtes très, très méchant. C'est vraiment un monde très de limites, là, de contraintes. Donc, ces articles-là créent un précédent dans le discours, dans l'idéologie, mais en même temps, il y a beaucoup de gens, quand même, il doit y avoir un 30 de la population canadienne qui n'est pas du tout intéressée à se faire traiter encore de cette manière-là, de se faire insulter, de se faire pointer du doigt, etc. Donc, je pense que les médias, quand même, les grands médias ont
je ne pourrais pas dire qu'ils ont tiré des leçons de ça, mais ils sont plutôt méfiants parce qu'ils voient que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens très hostiles finalement maintenant aux grands médias. C'est pour ça qu'ils perdent des plumes, qu'ils perdent des appuis, qu'ils perdent du public, du lectorat, des auditeurs. Donc, c'est à voir. C'est-à-dire que oui, on a créé un discours qui peut revenir, qui n'était pas nouveau. Hein. C'était en fait le discours sur les non-vaccinés. C'est un discours qu'on aurait pu tenir sur une minorité ethnique dans un régime autoritaire. C'était pas très chic, là. C'est vrai, on n'aurait jamais toléré, en fait, ce qu'on a dit des non-vaccinés si ça avait été dit sur une minorité culturelle. Vous n'auriez jamais pu dire, par exemple, de la minorité musulmane, ce qu'on a dit sur les non-vaccinés. Vous comprenez? Là? Vous seriez été dans un tribunal, vous seriez peut-être en prison, en fait. Là. Vous ne pouvez pas faire ça. Not only the society have treated unvaccinated as second-class citizens during the pandemic period, but also a lot of them have received unjust fine from the police to just go out after 8 o'clock because of the curfew or just not wearing a mask in public. So if you want to contribute to fight those tickets, it's still the time. You can go on fightvaccinepassport.com and every donation will go to fight these unjust fine received from Canadians.